Et hop, Serial février 2023, épisode où je vais reparler un petit peu des photos faites lors du mois de février en photographie plus traditionnelle. Et on commence directement avec deux clichés faits avec une optique capuchon, un chroma double glace 24 mm f11. J'ai fait une vidéo qui va venir ou qui est déjà apparue en fonction de quand vous regardez cet épisode. C'est une optique sans focus qui a deux éléments optiques en verre, fait par un artisan de l'optique anglais, que là je testais sur un SL2, un boîtier Leica, avec un capteur qui a une série de microprismes devant qui permet aux rayons qui arrivent vraiment avec des angles plus grands, qui arrivent sur un capteur qui, même s'il est très fin, quand même un peu épais, et qui crée parfois des distorsions de couleurs. Donc là il n'y en a pas. J'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Donc voilà, deux images avec ce 24 mm qui est vraiment tout plat et qui a vraiment des caractéristiques intéressantes. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser. Un beau bokeh, même s'il n'y a pas un focus. Il y a certaines plages vraiment très proches ou très éloignées, non, c'est dans le focus, mais les plages très proches seront floues, comme on peut le voir sur l'image de gauche. Donc là, des photos un peu de rue, un peu faites partout. Bien que f11 avec un capteur assez sensible, un capteur moderne assez sensible, beaucoup de plaisir à faire de la photo de rue, donc sans le focus, c'est vrai que c'est assez sympa. On sait à quoi s'attendre. Et le rendu de cette optique est, je trouve, assez intéressant. Donc, deux autres clichés faits avec la même optique, là sur un boîtier M240, donc c'est un boîtier Leica un peu plus ancien. Je ne suis pas sûr qu'il y ait cette série de microprismes, car comme on peut le voir, il y a une sorte de distorsion colorimétrique sur les bords, en haut principalement, mais aussi un peu en bas, où ça part un peu sur le magenta. Et ça, a priori, je pense que c'est lié à cette absence de microprisme qui fait plutôt que les rayons qui arrivent vraiment avec de grandes angulations n'ont pas la même manière de rentrer dans les puits de lumière du capteur. Il ne faut pas oublier aussi, là, on est sur donc là, la sensibilité est moins grande sur cet appareil photo, un capteur plus ancien. Donc avec le f11, malgré tout, on a très vite des vitesses d'exposition qui sont lentes. Donc voilà, c'est assez intéressant quand même malgré tout à utiliser ce genre d'optique. Les deux clichés d'après, donc toujours avec cette optique-là, alors là c'est un peu une combinaison des deux, c'est toujours avec ce chroma 24 mm sur le M240. Là c'est au musée de Vevey, de la photo, une journée organisée par la Leica Academy de Genève, au musée de la photo, donc en collaboration, où ils ont des laboratoires de développement. Et c'est toujours bien, c'est ça. Un rappel que c'est toujours bien, déjà c'est super amusant. C'est bien de rafraîchir un peu ses connaissances de la photographie argentique. Même si vous n'en avez jamais fait, c'est sympa. C'est pas du tout la même expérience. Là c'était un groupe et c'est vraiment indépendant de votre niveau. Moi j'ai fait beaucoup de photos comme ça là dans le passé. J'en fais moins, je trouve ça moins pratique. Mais très sympa. Donc là voilà, deux photos faites alors qu'on était en groupe en train de regarder. On a fait un test de prise de vue, développement des films, développement des tirages aussi. Donc voilà, les deux photos d'après. Alors là, on part directement au film. J'avais commencé à faire des présentations où je mettais le numérique d'abord et l'analogique après. Là, ça va être un peu tout mélangé ce mois-ci à cause de ça. Et là, j'en avais profité. Donc on a tous utilisé dans ce groupe un Ilford FP4. Donc c'est un film 125 ISO qui est assez robuste, qui a un grain assez fin, même très fin, qui résiste bien aux hautes lumières, sous exposition, sur exposition. Vraiment un très beau film, un classique. Donc ça c'est dans la ville de Vevey, au bord du lac Léman, en Suisse. Et là je me suis dit tiens, utilisons un Leica CL. Donc c'est un vieux boîtier qui avait été fait lors d'une collaboration avec Minolta à l'époque. Donc on est fin des années 70, j'imagine, je ne sais plus mes dates. Et donc là c'est avec une optique Sumarit C 40 mm f2. Une jolie optique bien compacte. Et voilà, quelques clichés que j'ai fait à cette occasion-là. C'est l'occasion de profiter de chasser un peu les images dans un lieu bien précis. Il faisait super froid ce jour-là. Et là, à nouveau, bien évidemment, c'est des scans que j'ai fait des négatifs. Donc voilà, des petites ambiances de rue, des ambiances un peu graphiques. Toujours sympa de faire un peu de photos comme ça, de rue. Et là, j'ai mis ça ici. Je suis pas trop. C'est assez rare que je fasse des tirages photos argentiques. Mais c'était juste pour montrer le film donc scanné
enfin digitalisé via un boîtier SL2, là, donc c'est un scan à 47 mégapixels, qui est à droite. Et en fait, ce même négatif, sans être scanné, passait directement dans un agrandisseur sur du papier, multigrade aussi de chez Ilford. Donc le multigrade, c'est juste qu'on peut changer les caractéristiques de contraste et de rendu du tirage en fonction de, vu que c'est du film noir-blanc, en fonction d'une légère variation de la couleur que l'on envoie, enfin on envoie du noir et blanc mais avec une certaine tonalité et qui fait que le papier réagit différemment, plus ou moins contrasté. Donc là à gauche c'est un scan du grand format en fait papier et on voit le rendu qui est vraiment très différent en fait. On n'a pas c'est pas du tout le même rendu que si on passait par le scan numérique. Alors probablement qu'on peut y arriver on peut s'approcher du résultat, mais le résultat on n'a pas du tout la même chose. Même chose avec ces deux autres clichés là. Après on n'aime pas, mais c'est effectivement le tirage papier, faire tout de l'analogique. Donc le film, ensuite le papier, ça peut rajouter des couches de saveur, je verrai un peu comme ça. C'est un peu l'analogique quelque part est un peu un exhausteur de l'image d'origine, enfin, d'une certaine manière. C'est vraiment pas le même processus. Et beaucoup de plaisir, donc je recommande à tous. Même si vous en avez déjà fait, de temps en temps, vous remettre un peu dans des processus que vous n'avez plus l'habitude de faire. Après, on revient sur une autre, deux clichés avec une autre optique, n'importe quoi. Une image à gauche, un cliché fait avec une optique aussi capuchon. Là, j'étais un peu dans une phase où je testais des optiques capuchon. Donc là, c'est un Kex 30 mm f10. C'est une optique qui n'a qu'une lentille. Et en fait, c'est une boîte qui prenait des lentilles Kodak, un peu à l'image de ce qu'on trouvait dans les appareils photo 35 mm semi-jetables, enfin réutilisables, mais sans focus. Et voilà, là c'est à nouveau sur le SL2, avec un rendu un petit peu différent, pas exactement la même définition. On n'est pas dans du 24 mm, donc on est quand même un peu plus serré dans l'angle que l'optique capuchon, que le double glace de tout à l'heure. Mais aussi des caractéristiques de rendu à nouveau que ces optiques, on a une belle définition en général au centre, enfin plus ou moins belle, et un flou, simplement une distorsion sur les bords, là c'est un peu plus marqué. Il y a aussi une distorsion des couleurs, là on le voit à nouveau sur ces deux images. Donc là c'est des images dans la ville de Carouge en Suisse. Je me balade, j'essaie de prendre des détails puis de tester un petit peu. C'est assez intéressant de faire des photos, je trouve, aussi sans faire le focus. C'est peut-être un peu comme si on le faisait avec de l'autofocus. Enfin, qu'importe, mais intéressant de faire avec cette optique toute plate et cette profondeur de champ qui est vraiment très grande. Là, on voit bien aussi la distorsion de cette optique. Une optique, surtout sur l'image de gauche, on voit bien sur les bords, une sorte de vignettage couleur. Intéressant. Je trouve que c'est vraiment ces deux optiques capuchons, c'est des optiques que je vais vraiment clairement réutiliser, ou en tout cas prendre avec moi en voyage. Extrêmement compact, assez bon marché. Ouais, on a tout de suite un assez grand angle avec beaucoup de caractères. Dans les optiques avec beaucoup de caractères, ce mois-là, j'ai aussi testé un TT Artisan 50 mm f1.4 avec une option de tilt. Donc on peut anguler l'optique un peu comme si on avait une chambre. Donc il n'y a pas la compensation, c'est pas une compensation de perspective. C'est vraiment juste du tilt. En fait, cette optique, elle permet la rotation et le tilt, donc à peu près plus ou moins 8 degrés, je crois. Et en fait, c'est une optique qui a tout ce qu'on a d'habitude, donc le diaphragme qui est continu, le focus, une optique assez bien faite en métal, et ensuite deux petits éléments qui se vissent, qui resserrent les mécanismes de tilt, enfin de balancier et de rotation, et ça permet d'avoir un plan focal qui n'est pas exactement dans le plan focal, et de faire ces impressions un petit peu de prise de vue de jouet un peu macro. Voilà, c'était mes premiers deux essais en fait. Une optique qui n'est pas très chère en plus, donc enfin tout est relatif, mais que je trouve assez intéressante. Après, toujours avec cette même optique, on n'est pas obligé d'utiliser en tilt. Alors, à nouveau, moi, je profite des voyages qui sont un moyen de rafraîchir sa motivation, ses idées. Et, enfin, je le fais pour d'autres raisons aussi. Mais là, donc, deux photos prises avec cette optique, avec un boîtier SL2. Un rendu un peu à l'ancienne. Donc, c'est une optique manuelle, mais tout à fait convaincante, je trouve assez douce.
Voilà, encore deux autres photos. Donc c'était à Reykjavik, hein, là, avec des grands vents. Là, je trouve, enfin, ce soir-là, je suis arrivé, c'était un peu la tempête, donc c'était assez sympa. Il n'y avait pratiquement pas de traces dans la ville, les trottoirs recouverts de poudre. Et à cause des vents, la poudre se posait un petit peu en latéral. C'était super, super intéressant comme ambiance. Et donc là, avec cette optique, à gauche, c'est toujours le TT Artisan, le f1.4 sans tilt. Et à droite, ça c'est avec je suis en train de tester aussi un Sigma Art 100 mm f2.8 pour monture L. Des très belles optiques aussi de chez Sigma. Je suis pas un grand habitué de Sigma, mais là je suis vraiment dans une phase un peu de test d'autres fabricants d'optiques. Je reviens à cette optique tilt. Donc là, j'ai profité de ce séjour assez court à Reykjavik pour voir le potentiel de cette optique. La rotation permet quand on met l'optique on angule l'optique là, avec ce tilt, la rotation permet de choisir un peu l'angle, enfin pas qu'un peu, permet de choisir l'angle du plan focal, et ça permet de créer ces effets de profondeur que je trouve assez intéressant en fait. J'ai trouvé ça un petit peu joué à la base, mais qu'on peut le voir sur ces deux clichés. On va vraiment focaliser tant au sens figuré que propre, le regard sur les choses que l'on veut, encore plus que si on était dans un plan tout simplement de distance pure. Donc assez intéressant. Même chose là avec l'image de gauche. On peut vraiment accentuer en fait la profondeur par rapport au sujet que l'on veut représenter. Puis à droite, cette image à nouveau, le Sigma Art 100 mm f2.8. Très belle optique. Alors c'est une optique autofocus moderne, mais voilà. Je reviens à nouveau au tilt. Là c'est à Keflavik, donc c'est l'aéroport qui est au sud, qui est à peu près à 45 minutes de Reykjavik, c'est l'aéroport international. Ce tilt sur cette optique, ça permet vraiment d'avoir cet effet un peu de photo macro, en raison de ce plan focal, de resserrer le plan focal sur quelque chose qui n'est pas purement lié à la distance, enfin à la distance je sais pas comment dire, mais on change de plan focal et donc là on peut recréer des choses assez intéressantes. Et voilà, là c'était une photo prise un petit peu c'est un temps d'exposition assez lent, donc pour voir le mouvement des véhicules, puis il y avait ce véhicule au milieu. Je trouvais intéressant de mettre ce plan focal un peu en oblique transverse. Voilà. Donc là, deux clichés. À droite, toujours avec le tilt. Vraiment, j'essaie extensivement une vidéo qui était en préparation pour cette optique. J'essaie vraiment de tester le potentiel de cette optique. Et j'ai aussi testé à gauche. Donc à gauche, là, c'est avec un Polaroid Go. Donc c'est un appareil photo instantané. Je suis à peu près au même moment. On voit que avec le Polaroid, j'ai vraisemblablement fait juste après. Il y a un petit décalé de l'ombre par rapport à la première image. C'était juste pour donner une idée un petit peu des différences de rendu qu'on peut avoir. À nouveau, comme toujours, j'en parle souvent dans les vidéos sur la matière numérique, mais la façon... On a beau prendre un objet de la même façon, selon le film qu'on utilise, les filtres qu'on utilise, c'est pas du tout la même histoire qu'on raconte. Et je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence entre les deux clichés. Pourtant, on est en gros au même moment, au même endroit. Et la matière change vraiment l'histoire qu'on pourrait raconter. Voilà, deux autres photos à la suite. Alors là, c'est deux photos, ça c'est du film. Les deux, c'est de l'APS, un format que j'aime beaucoup. J'aime bien le format 1-2, en fait, ou 2-1, selon que ce soit un portrait ou un paysage. Là, c'est de l'APS, donc c'est film disparu, entre guillemets, sur un appareil photo Leica C11, que j'aime beaucoup. La photo de gauche, donc ça c'est Reykjavik, les petites flaques gelées d'une zone un peu en friche. Et à droite, ça c'est Oslo. Voilà, c'est aussi gelé, il fait aussi froid, c'est dans la baie d'Oslo. Avec ces couleurs de films expirés en 2000 et quelques, en 2002, je crois, en 2003. Alors je reviens sur cette histoire de Polaroid Go. Polaroid Go, ces deux clichés sont pris avec le Polaroid Go. Le premier cliché qu'on a vu avant, quand je faisais une comparaison, en fait, il y a une petite particularité, c'est le mythe des films qui passent à la douane et qui se font irradier, donc qui passent au rayon X pour le contrôle. Les Polaroids sont sensibles à ces films, sont sensibles à ces rayonnements. Ça, c'est des photos qui ont été prises au froid et qui en plus sont passées dans un de ces scanners
de bagages à plus ou moins haute puissance. Alors en tout cas sur les Polaroids, ça cet effet un peu de voile. Là c'est vraiment numérisé et le contraste, j'ai augmenté le contraste. Mais ça a vraiment un fort effet, donc essayer de les passer par le biais des douaniers, essayer de pas les faire passer par la machine. Moi personnellement je trouve ça amusant, ça me crée c'est vraiment beaucoup d'artefacts, sortes de voiles comme ça que je dois compenser ensuite. Mais entre ça et le froid, les films ne réagissent vraiment pas du tout de la même manière. Ce ne sont pas des films expirés. D'ailleurs je vais montrer après. Voilà, ces deux images d'après, ce sont des films que j'ai achetés en même temps, qui ne sont pas passés au rayon X. Alors vous me direz, waouh, le résultat n'est pas terroche. Non, parce que là c'est carrément que le froid. Donc le froid aussi a un effet. La photo de gauche, c'est que j'ai vraiment eu de la peine je voulais mettre le film dans ma poche, et en fait, j'ai eu une sorte d'effet. J'ai pas plié le film, mais simplement en mettant sous tension le film au moment où il sort. Ça le fait craquer, l'émulsion a de la peine à s'étaler visiblement, donc ça fait ces effets un peu de fougère comme ça. Et puis à droite, voilà, il fait aussi froid, j'ai un peu moins tordu le film, mais on voit que les rendus des couleurs sont quand même plus corrects que les films irradiés. Donc entre le froid qui donne quand même ça et l'irradiation qui fait les voiles comme on a vu tout à l'heure et qui distord un petit peu les couleurs, non, ça a un effet. Ceux qui vous disent qu'il n'y a pas d'effet, c'est pas grave. Ça a un effet, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. En tout cas, les Polaroids. Les autres films aussi, mais les Polaroid Go qui sont les petits formats. En fait, c'est des nouveaux formats de Polaroid qui sont moins chers, mais qui ont vraiment moins de surface. Ça a un bel effet, en tout cas, dessus. On passe maintenant à la suite à nouveau du film. Alors là, c'est un film noir et blanc. Là, j'étais en train de tester un appareil photo pour une vidéo de revue d'un appareil photo. Je testais un Relay XF35, c'est un appareil à télémètre, qui a un système bizarre d'exposition, d'auto-exposition et d'ouverture, de temps d'exposition et d'ouverture, qui est un peu hybride, un 40 mm f2.3 comme lentille, faite par Relay, mais sous licence Zeiss. Et là, avec un film Tasma SFL 42 400 ISO, un très beau rendu. Un appareil photo que j'ai trouvé étonnant. Donc là, j'ai des photos de nuit où l'exposition est vraiment bonne sur cet appareil qui fait un peu tout automatiquement. L'optique est, je trouve, superbe. En tout cas, en noir et blanc, ça donne très très bien pour moi. Le mois passé, on avait vu des photos couleurs passer avec le même appareil. Deux autres clichés, donc vraiment à très basse lumière. L'appareil se débrouille très bien pour gérer ça avec ce film 400 ISO. Et l'optique est vraiment très très belle. J'aime beaucoup ces ambiances là. C'est dans la ville de Carouge. J'ai fait pas mal de Carouge ce mois-là. Les deux clichés qui suivent, donc à nouveau dans des semi-basses lumières à gauche. Ça c'est un détail de bâtiment. En fait c'est l'entrée d'un bâtiment qui était avant un cinéma à Genève. Les cinémas disparaissent, mais il reste certains artefacts. Et à droite, donc une photo quasiment de nuit avec la pleine lune au loin. Appareil photo étonnant en termes d'exposition, ça marche bien. Voilà, des exemples, un peu de noir et blanc et un film aussi que je trouve un peu à l'ancienne, mais très beau rendu, très belle gamme de gris, un joli grain. Là on passe à de la digicam. C'est un peu à la mode sur internet, les digicam, donc les vieux appareils photo numériques un peu tout en un. Sans optique interchangeable. Là, c'est avec un Deluxe 1, le premier modèle de chez Leica, tout petit, portable. Donc c'était un CCD de 3,2 mégapixels et qui a une très belle optique, en fait, une petite optique zoom, mais avec un flash et qui marche très très bien. Assez étonnant d'ailleurs, il y a un petit peu de distorsion, c'est un petit peu convexe comme rendu, mais quand la lumière est bonne sur ce capteur, ça marche bien, c'est assez joli. Les deux images qui suivent là, c'est toujours avec le même appareil, donc quand on a de la lumière, ça marche. Après, dès qu'on descend un petit peu dans les lumières plus basses, on voit ces aspects de magenta en bordure de champ du CCD. Alors là, c'est vraiment plus lié aux ISO qui se poussent, à la compensation de l'exposition. On le voit un peu mieux à gauche en bas. Alors c'est des vieux capteurs CCD, mais
voilà, intéressant comme appareil. Encore 2 autres photos faites avec ce Deluxe 1. Donc en très basse lumière, là on voit bien mieux l'effet de magenta sur le bord en fait. Le bord gauche qui est en fait le bas de l'appareil photo, dans le sens où le CCD se trouve, donc dans le sens où en fait là je suis vertical en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais un joli rendu pour cet appareil photo qui a quasiment 20 ans. Seulement 3,2 mégapixels, ça ressemble un peu à un jouet, mais en fait je trouve qu'on peut faire des photos assez intéressantes. Et ça me mène quand même au fait que ces vieux capteurs, on se rapproche quand même pas mal de la sensation de ce qu'on peut avoir avec certains vieux films où on a beaucoup du caractère de la surface sensible qui ressortent dans les clichés finaux. Et en parlant de ça, donc dans ces 2 clichés-là, je m'amuse pas mal avec un Sigma DP2X, donc un appareil photo numérique, un peu moins de 4 mégapixels au final, mais c'est bien plus que ça, c'est un capteur à couche. En fait, il n'y a pas le filtre bas aérien, un capteur Foveon, j'en ai déjà parlé, mais qui a un autre rendu des couleurs, qui est assez mauvais dans les basses lumières, enfin assez mauvais, tout est relatif, mais qui est intéressant. Il a un rendu des couleurs qui devient vraiment très intéressant. Pas du tout les mêmes artefacts que l'on peut avoir avec un capteur à filtre bas aérien. Et voilà, 2 clichés, un à droite avec un flash. Je trouvais intéressant le bokeh avec ces images, ces ronds qui sont en fait des poussières sur une vitre. Puis à gauche, le rendu des couleurs, assez bizarre. Alors il y a des lumières à mercure là dans cette rue, mais on a une perte de saturation dans certaines zones. C'est pas du tout la même sensation qu'avec ces capteurs CCD habituels et avec filtre bas aérien. Et enfin, 2 derniers clichés. À gauche, là, on revient sur un appareil photo qui est le Canon 6D, la première version, Mark 1, avec un appareil, avec une lentille des années 90, enfin 90 pour ceux qui sont français, un 400 mm Sigma Apo f5.6. Ça vaut rien comme optique, mais ça a vraiment un très beau rendu à mon goût. Donc là, avec le 6D. Et j'aimais bien cette ambiance, en fait, de ces lumières, ces personnages qui sont accoudés sur une table. Il y avait un truc bizarre, une sorte de chorégraphie assez bizarre. Et à droite, là, c'est du DxO One Mini. C'est une toute petite caméra avec un capteur 1 pouce. C'était DxO qui faisait ça, une sorte d'appareil photo qui fonctionne tout seul, enfin qui est indépendant d'un quelconque device, mais qui peut se connecter avec un connecteur Lightning ou USB sur le côté qui se rétracte. Et on peut utiliser un téléphone qu'on peut utiliser comme panneau de prévisualisation. Alors l'appareil a un tout petit écran à OLED noir et blanc. Et je dis noir et blanc, pas avec des niveaux de gris, c'est vraiment tout allumé, tout éteint, qui est tout pixelisé, mais qui permet de cadrer, et qui est tactile, qui permet de changer de mode et d'aller dans l'interface utilisateur, ou sur le téléphone, en le connectant sur le côté. Alors là, c'est utilisé tout seul, mais un très joli capteur, une très jolie optique. C'est un appareil qui a été évidemment discontinué il y a bien 4-5 ans, je pense. Mais je suis en train de réessayer ça dans mes tests. Je considère que c'est un peu une digicam, un appareil photo qui est très intéressant. C'était un peu comme une GoPro, mais en mieux pour à peu près tout, si ce n'est peut-être la résistance au choc. D'ailleurs, moi je l'utilisais comme une GoPro, je l'ai acheté au tout début quand c'était sorti. Donc le DxO One, un petit peu un ovni, ça n'a pas très bien marché je crois, mais ça donne encore des photos extrêmement intéressantes. Là je suis en RAW, voilà. Donc voilà, ce mois de février était un court de par simplement le fait que c'est le mois de février, par nature, puis un petit peu court dans l'ensemble en termes de photos intéressantes, mais voilà. C'est les hauts et les bas de la création photographique. Et on se retrouve la semaine prochaine.